Un millionnaire a suivi sa femme de ménage après l'avoir vue sortir de la nourriture chaque jour, et ce qu'il a découvert l'a fait tomber follement amoureux d'elle. Le silence matinal dans la demeure d'Émile Dufour était absolu, presque ritualisé. Les volets se levaient mécaniquement à cette heure précise, laissant entrer la lumière douce des premières heures sur les parquets lustrés et les murs blancs de sa vaste maison située dans le quartier Montchat, à Lyon. À 43 ans, Émile était le fondateur d'une entreprise de logiciels médicaux qui avait révolutionné le suivi à distance des patients. Il était riche, immensément riche et surtout seul. Il n'avait pas d'enfants, ni d'épouse, ni d'animaux, et ses journées étaient réglées comme une horloge suisse. Un café noir, un œuf dur et 2 toasts beurrés, toujours à la même heure. Il lisait les journaux économiques, prenait ses appels, puis passait la journée enfermé dans son bureau ou en visioconférence avec ses partenaires. Le soir, il dînait seul à la salle à manger, où la table pour 10 restait vide, sauf à son bout, et montait se coucher avant 22 heures. Sa vie était efficace, discrète, sans imprévu. Claire Morel, la nouvelle employée qu'il avait engagée 3 mois auparavant, s'intégrait parfaitement à cette mécanique bien huilée. Elle arrivait chaque jour à 8h moins le quart, saluait poliment si elle croisait Émile, puis s'affairait silencieusement dans les pièces de service. Elle ne parlait presque jamais, et lorsqu'elle le faisait, c'était avec une douceur respectueuse et une économie de mots remarquable. Elle avait environ 30 ans, un visage fin toujours neutre, et une capacité presque surnaturelle à se fondre dans le décor. Mais il y avait une chose, un détail presque insignifiant, qui avait commencé à piquer la curiosité d'Émile. Chaque matin, avant de commencer ses tâches, Claire se dirigeait vers la cuisine, y préparait une petite boîte métallique, dans laquelle elle rangeait du riz, des légumes et parfois un peu de viande. Ce geste ne durait jamais plus de 5 minutes. Puis, sans un mot, elle quittait la maison pendant une vingtaine de minutes avant de revenir et de commencer sa journée de travail, comme si de rien n'était. Au début, Émile n'avait pas prêté attention. Après tout, elle pouvait très bien préparer son propre déjeuner. Mais ce qui éveilla véritablement son intérêt, ce fut la régularité absolue de l'acte. Toujours la même boîte, toujours les mêmes gestes, toujours ce moment d'absence en tout début de matinée. Une routine dans la routine. Un matin, il l'observa discrètement depuis l'escalier, il la vit plier soigneusement un petit tissu autour de la boîte, puis la glisser dans un sac en toile beige. Ses mouvements étaient précis, paisibles, empreints d'une forme de dévotion presque religieuse. Elle sortit sans bruit, referma la porte doucement derrière elle et disparut au coin de la rue. Cette scène, anodine pour quiconque d'autre, s'imprima dans l'esprit d'Émile avec une intensité déconcertante. Il resta un moment figé, à regarder la porte close, comme si elle contenait une énigme qu'il devait absolument résoudre. Pourquoi cette femme, visiblement modeste mais ponctuelle et discrète, sortait-elle chaque jour avec cette petite boîte de nourriture? Et à qui la destinait-elle? Ce n'était ni par obligation, ni par faim. Elle ne mangeait jamais dans la maison, à sa connaissance. Le mystère prit peu à peu la place des rapports trimestriels dans son esprit. Il commença à y penser durant ses réunions, à observer l'horloge avec une attention nouvelle chaque matin, se demandant s'il entendrait ou non le cliquetis discret de la porte d'entrée au moment exact où Claire partait. Il se surprit même à calculer mentalement la durée de son absence, à remarquer qu'elle ne revenait jamais essoufflée ni désordonnée. Tout semblait prémédité, comme une mission secrète qu'elle accomplissait avec une régularité impressionnante. Ce comportement, loin de l'irriter, éveillait chez lui une forme d'obsession silencieuse, non pas celle du soupçon ou de la méfiance, mais une sorte de fascination intime, presque enfantine. Il n'osait pas poser de questions. Ce n'était pas dans son caractère. Mais il se surprenait à écouter plus attentivement ses pas, à attendre inconsciemment le bruit de la porte. Il essaya de se convaincre que cela n'avait aucune importance, que chacun avait droit à ses petits secrets et que cela ne le regardait en rien. Pourtant, chaque matin, lorsque Claire sortait, une tension invisible s'installait dans l'air, et lorsqu'elle revenait, cette tension se dissipait, remplacée par un silence plus lourd, plus habité. La maison n'avait jamais semblé aussi vivante que depuis qu'il se posait des questions sur une simple boîte de nourriture. Le lendemain matin, Émile se leva avant l'heure habituelle. L'idée avait germé dans son esprit comme une graine insidieuse, enracinée pendant la nuit, sans qu'il n'ait vraiment le courage de l'arracher.
À 7h moins 10, il se posta derrière les rideaux du grand salon qui donnait sur la rue. L'air était glacé, typique de ces matins de fin d'automne à Lyon, où le brouillard rasait les trottoirs et rendait flous les contours des passants. La rue, encore endormie, n'abritait que quelques silhouettes pressées et des cyclistes emmitouflés dans leurs écharpes. Claire entra par le portail comme à son habitude, ponctuelle. Elle ne vit pas le regard d'Émile dissimulé derrière le rideau, ni ne remarqua la tension inhabituelle dans l'air. Elle salua la maison d'un regard discret, déposa ses affaires, puis se rendit à la cuisine. Émile entendit les bruits familiers, le cliquetis des couverts, l'ouverture du tiroir à couvercle, le tintement délicat de la boîte métallique. Il retint son souffle. Cette fois, il ne se contenterait pas d'observer. Cette fois, il suivrait. Lorsque Claire quitta la maison avec la même régularité minutieuse, Émile attendit quelques secondes, puis enfila un long manteau sombre et sortit à son tour, prenant soin de garder ses distances. Il se sentit ridicule, presque honteux. Lui, un homme d'affaires respecté, habitué à prendre des décisions à plusieurs millions d'euros, en train de suivre son employé comme un adolescent espionnant une camarade de classe. Et pourtant, il ne pouvait s'en empêcher. Quelque chose dans cette routine l'appelait, le poussait à comprendre ce qu'il ne saisissait pas encore. Claire ne marchait pas vite. Elle portait son sac en toile contre elle, comme s'il contenait quelque chose de fragile ou de précieux. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite, traversait les rues avec assurance, évitant les grandes avenues. Émile la suivait à une distance raisonnable, se faufilant entre les arbres, s'arrêtant au coin, feignant de consulter son téléphone lorsqu'elle s'arrêtait. Il se rendit compte qu'elle empruntait un chemin qu'il n'avait jamais pris, bien qu'il vive, à Lyon depuis plus de 20 ans. Un chemin qui longeait la voie ferrée, passait sous les ponts et traversait un petit terrain vague, envahi de mauvaises herbes. Après 10 minutes de marche, Claire tourna dans une ruelle étroite, puis s'engagea sous un pont. Là, à l'abri des regards et des passants, se trouvait un espace semi-ouvert, délimité par des planches de bois, des bâches et quelques vieux meubles. Émile s'approcha lentement, le cœur battant. Il se dissimula derrière un pilier et observa. Un homme était là, assis sur un vieux matelas posé à même le sol, entouré de couvertures usées. Il portait un manteau trop grand, ses cheveux étaient sales et son visage creusé par le froid et la fatigue. Claire s'agenouilla devant lui, ouvrit son sac, en sortit la boîte de nourriture et la lui tendit avec un sourire. Pas un sourire poli ou distant, mais un sourire plein, sincère, chargé de chaleur. L'homme prit la boîte avec une lenteur respectueuse, la posa sur ses genoux et murmura quelque chose que Claire sembla comprendre immédiatement. Ils échangèrent quelques mots à voix basse. Puis elle posa une main sur son épaule, se releva et partit, sans se retourner. Émile resta figé. Il n'avait jamais été témoin d'une scène pareille, si simple et pourtant si bouleversante. Il ne savait pas ce qui le frappait le plus, la façon dont Claire s'abaissait sans condescendance, l'intimité silencieuse de l'échange, ou le fait que tout cela se passait à quelques minutes à peine de sa maison, dans un monde qu'il n'avait jamais cherché à connaître. Alors qu'elle s'éloignait pour reprendre le chemin du retour, il resta quelques instants encore à observer l'homme, qui mangeait lentement, avec des gestes prudents, presque cérémonieux. Il ne dévorait pas, ne semblait pas affamé, au point de tout engloutir. Il mangeait avec gratitude, comme si chaque bouchée portait en elle un souvenir ou une émotion. Sur le chemin du retour, Émile ne pensa à rien d'autre. Il suivit Claire à distance, jusqu'à ce qu'elle rentre à nouveau dans la maison, exactement 23 minutes après en être sortie. Elle reprit ses activités comme si de rien n'était, balaya le sol du couloir, passa un chiffon sur les rebords des fenêtres, vida les corbeilles. Rien dans son attitude ne laissait paraître ce qu'elle venait de faire. Elle n'attendait rien en retour, pas même une reconnaissance discrète. Émile, lui, remonta lentement dans son bureau, sans bruit. Il ferma la porte derrière lui et s'assit dans son fauteuil, les mains posées à plat sur le bureau. Son regard se perdit dans les étagères remplies de trophées, de livres techniques et de contrats encadrés. Il se sentit soudain étranger à cet univers qu'il avait lui-même bâti, comme si la révélation qu'il venait d'avoir venait fissurer les fondations invisibles de son existence. Il essaya de reprendre son travail, mais les lignes de code et les bilans financiers lui semblaient fades, inutiles. Le souvenir de Claire agenouillée devant cet homme lui revenait sans cesse. Il n'y avait eu aucun public,
Aucune caméra, aucun geste théâtral. Juste une femme simple faisant chaque matin un acte de bonté pure avec une constance et une tendresse désarmantes. Ce jour-là, Émile comprit que sa curiosité n'était plus seulement un caprice. Elle était devenue un besoin. Il avait entrevu quelque chose qu'il ne comprenait pas encore pleinement, mais qui l'attirait irrésistiblement. Une faille s'était ouverte dans son quotidien parfaitement contrôlé, et il savait déjà qu'il ne pourrait plus l'ignorer. Le lendemain, Émile ne dormit presque pas. La scène qu'il avait observée sous le pont se rejouait en boucle dans son esprit, aussi nette qu'un film projeté sur les murs de sa mémoire. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ce simple geste, un repas offert à un inconnu, avait eu un tel impact sur lui. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il voyait la misère. Il avait lu des rapports, vu des reportages, signé des dons déductibles d'impôts à des associations. Mais ce qu'il avait vu là n'avait rien d'abstrait. C'était brut, réel, humain. À 7 heures ce matin-là, il reprit son poste derrière le rideau, mais cette fois avec une certitude. Il allait retourner là-bas. Pas seulement pour observer Claire, mais pour vérifier si ce qu'il avait vu n'était pas un rêve déformé par le manque d'émotion de sa propre vie. Il la laissa partir comme la veille, et 5 minutes plus tard, il sortit à son tour. Il suivit le même trajet, ralentissant à chaque virage, réajustant son rythme à celui de Claire. Le froid mordait ses doigts malgré les gants en cuir, mais il n'y prêtait pas attention. Son regard restait fixé sur la silhouette mince de Claire, encadrée par la brume matinale. Arrivé sous le pont, la scène se déroula presque exactement comme la veille. L'homme était déjà là, assis sur le même matelas, entouré de ses maigres possessions. Claire s'agenouilla à nouveau, sortit la boîte, l'ouvrit délicatement et la posa devant lui. Mais cette fois, elle ajouta un petit récipient en plastique contenant ce qui semblait être un dessert, une compote ou un yaourt. L'homme leva les yeux vers elle, visiblement ému, et lui prit la main quelques secondes. Claire inclina légèrement la tête, un geste de respect muet, puis se releva. Elle resta un instant debout devant lui comme pour s'assurer qu'il allait bien. Puis elle se retourna et reprit le chemin de la maison. Émile, dissimulé derrière un pilier plus éloigné cette fois, sentit une émotion étrange naître en lui. Une combinaison de gêne, d'admiration et de quelque chose d'indéfinissable, qui ressemblait à de la tendresse. Il s'approcha lentement après le départ de Claire. L'homme mangeait avec lenteur, savourant chaque bouchée. Émile ne savait pas s'il devait lui parler. Il resta à quelques mètres, les mains dans les poches, observant en silence. L'homme leva les yeux, surprit son regard, mais ne dit rien. Il esquissa un petit signe de tête, comme pour dire qu'il avait compris sa présence. Émile répondit d'un geste similaire, puis fit demi-tour, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait cru possible. Durant la journée, il tenta de se concentrer sur son travail, mais il échoua lamentablement. Il ouvrit son ordinateur, consulta ses courriels, mais ses pensées retournaient inlassablement à Claire. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Pourquoi faisait-elle cela? Il se rendit compte qu'il ne savait presque rien d'elle. Il connaissait son nom, son adresse, notée sur le formulaire d'embauche, et quelques informations administratives. Rien d'humain, rien de personnel. Il se rappela alors une chose qu'il avait entendue lors d'un séminaire, des années plus tôt. Le luxe commence là où l'empathie s'arrête. Il n'avait jamais compris cette phrase à l'époque. Maintenant, elle lui semblait d'une clarté douloureuse. Le surlendemain, Émile recommença. Même heure, même trajet, même scène. Mais cette fois, un détail changea tout. Claire resta un peu plus longtemps. Après avoir donné la boîte, elle sortit un petit carnet et un stylo, et les tendit à l'homme. Ils parlèrent quelques minutes, et Émile aperçut le sourire de Claire s'élargir légèrement. L'homme prit le carnet, hocha la tête plusieurs fois, puis le rangea précieusement sous sa veste. Elle tapota légèrement son épaule et repartit. Émile fut frappé par l'intimité qui émanait de cet échange. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, une complicité forgée dans le silence et la répétition des jours. Ce lien n'était pas né d'un hasard, mais d'une fidélité, d'une routine bienveillante que rien ne semblait pouvoir briser. Le contraste avec sa propre existence devint brutal. Dans sa maison, tout était prévisible, stérile. Chaque objet avait sa place, chaque minute son utilité. Mais ici, sous un pont, dans le froid et la pauvreté, existait quelque chose de vibrant, de désordonné, mais profondément humain. Et c'était Claire, l'élément déclencheur.
Claire, si discrète dans les couloirs de sa maison, devenait ici une autre femme, forte, attentive, essentielle. Ce soir-là, Émile rentra, chez lui en silence comme à son habitude, mais son regard, lorsqu'il croisa celui de Claire, avait changé. Elle le salua avec un hochement de tête respectueux, sans sourire ni curiosité. Pour elle, il n'était qu'un employeur comme un autre, mais pour lui, elle venait de devenir un mystère lumineux qu'il ne pouvait plus ignorer. Il pensa à lui poser une question, une simple phrase comme « Est-ce que tout va bien » ou « Tu as l'air fatigué », mais il n'osa pas. Il avait peur de briser quelque chose, une distance fragile mais nécessaire. Alors il garda le silence et observa. Il nota la précision de ses gestes, la manière dont elle refermait chaque tiroir, le soin qu'elle apportait aux petits détails. Elle ne faisait rien à moitié. Même dans les tâches les plus ordinaires, elle mettait une sorte de dignité tranquille, une élégance austère. Et Émile, qui avait passé sa vie à investir dans les algorithmes, les brevets, les fusions et acquisitions, se surprit à penser que la chose la plus précieuse qu'il possédait sous son toit n'était ni son mobilier rare, ni ses œuvres d'art, ni ses gadgets dernier cri, mais une femme humble, qui chaque matin partait dans le froid avec une boîte de nourriture et revenait sans attendre de reconnaissance. Les jours suivants, Émile ne suivit plus Claire. Ce qu'il avait vu lui suffisait. Il n'avait pas besoin de confirmer davantage ce qu'il savait désormais avec certitude. Chaque matin, elle accomplissait ce geste simple et essentiel, sans jamais chercher le regard d'un autre, sans jamais attendre la moindre récompense. Ce qu'il ressentait désormais n'était plus de la curiosité, ni même de la fascination. C'était une forme de malaise, un inconfort grandissant, une fissure dans la carapace qu'il avait mis des années à construire autour de lui. Tout lui paraissait désormais étrangement déplacé. Le confort de sa chaise ergonomique, les vastes baies vitrées donnant sur un jardin parfaitement entretenu, la cuisine high-tech toujours impeccable, le système domotique qui anticipait ses besoins, tout cela lui semblait soudainement vide de sens. Même le cliquetis régulier de son clavier d'ordinateur sonnait creux. Il avait bâti son monde pour se protéger de l'extérieur, de la souffrance, du manque, des souvenirs peut-être. Mais Claire, en un seul acte répété, avait réussi à faire s'effondrer l'illusion. Il commença à la regarder différemment, non pas d'un regard amoureux ou possessif, mais avec une attention nouvelle, presque respectueuse. Il observa comment elle repliait les torchons après usage, comment elle plaçait les livres dans la bibliothèque après les avoir époussetés, comment elle s'arrêtait une seconde devant certaines photographies encadrées dans le couloir, celle de lui plus jeune, aux côtés de son frère Laurent ou celle de ses parents, décédés depuis longtemps. Elle ne les touchait pas, ne les commentait pas, mais il percevait dans son regard une forme de reconnaissance silencieuse, comme si elle cherchait à comprendre qui il avait été. Émile, de son côté, se surprit à ralentir son rythme. Il ne partait plus précipitamment en réunion. Il restait parfois à prendre son café dans le salon, là où il pouvait entendre les pas de Claire dans la maison. Il aimait cette présence discrète, cette façon qu'elle avait d'exister sans envahir. Elle remplissait l'espace sans bruit, comme une musique douce qu'on n'écoute pas consciemment, mais qui vous habite. Cependant, cette prise de conscience ne s'accompagnait d'aucune légèreté. Bien au contraire, elle faisait naître une gêne croissante, une sensation de déséquilibre intérieur. Émile se rendait compte qu'il avait passé des années à vivre dans un luxe qu'il croyait mériter, mais qu'il percevait maintenant comme une accumulation d'excès. Il regardait ses meubles design et se demandait combien de repas il aurait pu offrir. Il ouvrait ses placards et constatait que plusieurs vêtements n'avaient jamais été portés. Il marchait dans sa propre maison comme un intrus, honteux de tant d'abondance face à la simplicité de Claire. Il tenta de rationaliser cette gêne, de se dire que chacun avait son rôle, que le monde fonctionnait ainsi, que l'économie avait besoin de riches et de pauvres pour tourner. Mais ses pensées sonnaient faux. Il savait au fond de lui que quelque chose s'était brisé. Il ne pouvait plus être cet homme indifférent qui signait des virements à 6 chiffres sans jamais penser à leur impact concret. Il ne pouvait plus être celui qui passait devant les sans-abri sans les voir, qui considérait la misère comme une statistique ou un problème administratif. Et pourtant, il n'osait toujours pas parler à Claire. Il avait peur. Peur de se dévoiler, peur de paraître intrusif ou condescendant. Il ne savait pas comment aborder cette femme sans trahir la noblesse de ses gestes. Alors il se contentait de la suivre des yeux,
de deviner ce qu'elle ressentait à travers les détails. Parfois, il la voyait s'arrêter quelques secondes devant la fenêtre de la cuisine, comme si elle réfléchissait à quelque chose de lointain. D'autres fois, il la surprenait en train de sourire en coin après avoir rangé une pièce particulièrement bien. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle exprimait tant par ses silences que cela en devenait vertigineux. Émile repensait aussi à sa propre trajectoire, à son enfance dans un appartement modeste du quartier de la Guillotière, à sa mère, couturière, qui réparait les vêtements des voisins pour quelques pièces, à son père, comptable fatigué, toujours en train de faire des calculs sur des carnets usés. Il avait fui tout cela en bâtissant son empire, en effaçant chaque trace de précarité, en remplaçant le besoin par la sécurité, l'humiliation par le contrôle. Mais aujourd'hui, tout cela lui revenait en pleine figure, porté par la silhouette droite et silencieuse d'une femme qui n'avait jamais demandé autre chose que de faire son travail avec dignité. Un soir, alors qu'il descendait à la cuisine pour se servir un verre d'eau, il croisa Claire qui finissait de ranger. Ils s'arrêtèrent l'un devant l'autre, quelques secondes de trop. Elle le salua comme toujours, poliment. Il répondit d'un ton neutre, mais il savait qu'elle sentait quelque chose de différent dans son regard. Il aurait pu lui parler, lui dire qu'il savait, qu'il admirait ce qu'elle faisait, qu'il avait changé, mais il n'en fit rien. Il se contenta de la regarder partir, le cœur serré. Ce silence, ce respect de la distance, était peut-être la seule façon pour lui de ne pas profaner ce qu'elle faisait. Il ne voulait pas que son regard devienne un poids pour elle. Il voulait, plus que tout, préserver cette lumière qu'elle apportait chaque matin dans un monde qu'il avait rendu stérile. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas rester éternellement passif. Le simple fait de savoir n'était plus suffisant. Il lui faudrait un jour ou l'autre faire un pas vers elle, trouver les mots justes, ceux qui n'effacent rien, mais qui révèlent ce que le silence ne peut plus contenir. En attendant, il vivait avec le poids de son indifférence passée, chaque jour un peu plus difficile à porter. Ce fut un soir pluvieux, de ceux où la lumière des lampadaires se diffracte en halo sur les trottoirs mouillés, que le passé frappa à la porte d'Émile, non pas sous la forme d'une visite inattendue, mais par un mouvement presque anodin. Il avait décidé de fouiller dans la grande malle en cuir noir rangée dans le grenier, celle que ses déménagements successifs n'avaient jamais vidée. Il ne savait pas précisément ce qu'il cherchait. Peut-être une distraction, ou peut-être une réponse que son présent n'était plus capable de lui offrir. Il grimpa les marches lentement, une lampe à la main, et ouvrit le couvercle couvert de poussière. À l'intérieur, des carnets usés, des chemises en carton remplies de dessins d'enfants, un vieux baladeur, des lettres jaunies. Il les prit une à une, s'asseyant sur le sol, enveloppé par l'odeur du papier ancien. Au fond de la malle, dans une enveloppe repliée à moitié, il trouva une lettre dont l'écriture lui serra immédiatement la gorge. C'était celle de sa mère. Il la reconnut au premier coup d'œil, ce tracé net appuyé, avec quelques courbes tremblantes sur les majuscules. Il n'avait aucun souvenir précis de l'avoir jamais lue. Il l'ouvrit avec précaution, comme on entr'ouvre une porte qu'on croyait murée à jamais. « Mon Émile, si un jour tu retrouves cette lettre, c'est que la vie t'a porté loin. De là où tu es né, c'est bien. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Mais je veux que tu n'oublies jamais. Je veux que tu te souviennes de ce que c'est que de n'avoir rien. Je veux que tu te rappelles la nuit où nous avons dormi sur le sol parce que le chauffage était coupé. Et que tu te souviennes aussi de ce que ton père a fait. Il a sorti les couvertures, nous a réunis contre lui et a raconté une histoire jusqu'à ce que tu t'endormes. La chaleur ne venait pas des murs, mais de nous. N'oublie jamais. Ça, l'argent est utile, mais il n'est jamais le cœur d'une maison. » Émile resta figé, incapable de lire la fin. La pluie tombait contre les vitres du grenier, rythmée, insistante. Il sentit une brûlure familière derrière les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis la mort de son père, et encore, à l'époque, c'était plus de fatigue que de chagrin. Cette lettre, ces mots venus d'un passé enterré, faisaient voler en éclats les remparts qu'il avait construits contre la vulnérabilité. Il se souvenait, désormais. Il se souvenait des hivers trop longs, des repas partagés autour d'un unique plat, des vêtements reprisés, des chaussures passées d'un frère à l'autre. Il se souvenait de la honte dans les yeux de sa mère quand elle refusait poliment une sortie scolaire parce que le prix était trop élevé. Il se souvenait aussi de l'éclat dans ses yeux quand, malgré tout, elle lui offrait un petit livre d'occasion, emballé dans un vieux journal.
Et tout cela revenait avec une force terrifiante, comme si le silence des années avait seulement accumulé la poussière sur une vérité essentielle. Il avait connu ce vide. Il avait connu cette peur. Il avait connu ce besoin, cette précarité, cette solitude, et il l'avait enfoui si profondément qu'il en avait oublié le goût. Ce fut alors qu'il comprit pourquoi la scène de Claire, sous le pont, l'avait bouleversé si violemment. Ce n'était pas seulement parce qu'elle faisait preuve d'un altruisme rare, c'était parce qu'elle réveillait en lui quelque chose qu'il croyait avoir tué. La mémoire du manque, la mémoire du courage qu'il faut pour continuer à donner quand on n'a presque rien. Claire lui renvoyait, sans le savoir, l'image d'une humanité qu'il avait fuie à mesure que son compte bancaire grossissait. Il resta là-haut pendant longtemps, la lettre dans les mains, le regard perdu. Il repensa à sa mère, à sa voix douce, à ses mains toujours en mouvement. Elle aurait aimé Claire, il en était sûr. Elle aurait vu en elle une force silencieuse, une noblesse sans façade. Il ressentit une forme de gratitude étrange, comme si cette lettre, oubliée pendant tant d'années, avait attendu le moment précis où il serait prêt à l'entendre. Quand il redescendit, la maison lui parut plus grande encore, plus vide. Il alluma les lumières du salon, regarda autour de lui. Les meubles, les œuvres d'art, les murs parfaitement lisses, tout semblait lui murmurer que cette vie n'était qu'une coquille. Il prit la lettre, la plaça dans un cadre simple et la posa sur son bureau. Il ne voulait plus l'oublier. Il ne voulait plus se trahir. Le lendemain, il croisa Claire dans l'entrée. Elle portait son sac, celui qu'il connaissait maintenant par cœur. Elle s'arrêta un instant en le voyant, comme si elle percevait quelque chose de différent. Émile hésita, mais il se contenta de lui souhaiter une bonne journée. Elle répondit avec son habituel ton doux, mais ses yeux restèrent accrochés aux siens un peu plus longtemps que d'habitude. Comme si, sans le savoir, elle sentait que quelque chose avait changé. Et elle avait raison. Ce jour-là, Émile ne la suivit pas. Il resta chez lui, mais pas pour s'enfermer dans son bureau. Il passa la matinée à marcher dans la maison, à toucher les objets, à s'interroger sur leur utilité, leur poids réel. Il ouvrit ses placards, ses tiroirs, ses armoires, et pour la première fois, il vit son monde non pas comme une réussite, mais comme une accumulation de silence. Ce n'était pas la richesse qu'il regrettait, mais l'indifférence qu'elle avait créée. Le soir venu, il ressortit la lettre une nouvelle fois. Il la lut à voix haute, seul dans son bureau. Et à chaque mot, il sentit un nœud se défaire, en lui. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire de cette prise de conscience, mais il savait qu'il ne pouvait plus continuer comme avant. Claire, sans dire un mot, avait rallumé une lumière dans une pièce qu'il avait oubliée. Une lumière faite de souvenirs, de pertes, de luttes, mais aussi de chaleur humaine. Et c'était peut-être cela, le début de quelque chose de plus grand. Pas une histoire d'amour, pas encore, mais une réconciliation avec lui-même, avec son passé, et doucement avec elle. Le jeudi suivant, alors que la maison était plongée dans son silence habituel, le bruit d'une voiture de sport brisant la quiétude du portail fit sursauter Émile dans son bureau. Il leva les yeux de son écran surpris, puis fronça les sourcils en entendant la démarche assurée qui montait les marches deux à deux. Il n'eut pas besoin de voir le visage pour reconnaître le responsable. Laurent, son frère cadet, déboulait toujours avec la même énergie bruyante et désinvolte. Il entra sans frapper, vêtu d'un manteau de laine grise, les cheveux en bataille, un sourire trop large sur les lèvres. « Tu vis toujours dans ce mausolée, hein » lança-t-il, avec moquerie, en jetant son regard autour du bureau. Émile se leva lentement, l'air fermé. Il n'avait pas vu Laurent depuis plusieurs mois, et leur relation, bien que cordiale, était teintée de tensions anciennes. Laurent, également dans le monde des affaires, avait choisi une voie différente. Spéculation rapide, investissement. Volatile, une vie faite de luxe tapageur et de conquêtes éphémères. Là où Émile cultivait le contrôle, Laurent cultivait l'excès. « Je ne m'attendais pas à te voir, » dit Émile en se rasseyant. « Je passais à Lyon, j'ai pensé. À toi. Et puis j'ai entendu parler de ta dernière acquisition en biotechnologie. Impressionnant. Je voulais en discuter et accessoirement prendre un bon café. » Émile fit signe vers la machine à café. Laurent se servit sans attendre, s'installa dans le fauteuil en face du bureau et commença à parler chiffres, marché, perspectives. Mais Émile l'écoutait à moitié. Son esprit était ailleurs, encore hanté par les mots de sa mère, par les gestes de Claire, par cette distance qu'il sentait fondre chaque jour un peu plus, sans pourtant savoir quoi en faire.
À un moment donné, alors que Laurent posait sa tasse, il lança d'un ton léger. « Et cet employé que j'ai vu en entrant? Joli minois, nouvelle !» Émile sentit une tension immédiate dans son corps. Il n'aimait pas le ton de son frère, ce mélange d'arrogance et de flirt déplacé. Il tenta de répondre de façon neutre. « Elle travaille ici depuis quelques mois. Elle est sérieuse, très discrète. »« Discrète, discrète. Elle m'a quand même regardé comme si j'étais un intrus. Tu sais comment elles sont, ces filles qui viennent du bas. Elles apprennent vite à se rendre indispensables. » Émile le fixa glacé. « Ne dis pas ce genre de choses, Laurent. »« Oh, ne me regarde pas comme ça. Je te connais. Je te vois bien tomber amoureux de la femme de ménage. Ce serait un sacré titre pour la presse, non? Le roi de la tech séduit par la servante. Tu sais que tu pourrais en faire un film. » Il avait dit cela avec un sourire narquois, comme on lance une provocation pour tester une réaction. Mais il ne s'attendait visiblement pas à la violence du regard que lui lança Émile. Ce dernier se leva, posa ses mains à plat sur le bureau et dit d'un ton sec « Tu ne sais rien d'elle, et encore moins de moi. » Laurent haussa les épaules, amusé. « Touché. Je vois que j'ai réveillé quelque chose. Intéressant. » Mais au fond, ce n'était pas de l'intérêt qu'Émile ressentait. C'était une colère sourde, celle qu'on éprouve quand quelque chose de précieux est sali par des mots creux. Il ne supportait pas l'idée que Claire soit perçue comme une distraction, une curiosité ou une stratégie. Elle était tout, sauf cela. Et le fait qu'il la défende si instinctivement ne fit que confirmer ce qu'il s'efforçait de ne pas nommer depuis des jours. Elle comptait, non pas comme une figure morale, une icône de vertu, mais comme une présence concrète qui transformait sa vision du monde. Laurent, quant à lui, continua son séjour dans la maison pour 2 jours encore. Il passait son temps entre les appels bruyants, les critiques sur le mobilier trop austère et les commentaires déplacés chaque fois qu'il croisait Claire dans les couloirs. Cette dernière, fidèle à elle-même, ne répondait jamais. Elle restait polie, mais son regard devenait plus distant, presque glacé. Émile le remarqua et en souffrit sans pouvoir intervenir. Il se trouvait dans cette posture d'impuissance qu'il détestait, spectateur d'une situation qu'il n'avait pas le droit de nommer. Le 2e soir, alors que Laurent s'apprêtait à sortir dîner avec une amie, il lança à Émile « Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas encore débarrassé d'elle. Ce genre de femme, c'est utile 2 mois, après ça devient gênant. » Ce fut la goutte d'eau. Émile se leva brusquement, contourna le bureau et s'approcha de son frère. « Tu vas partir. Ce soir, je ne veux plus entendre un mot de toi. Sur Claire, ni ici, ni ailleurs. » « Ah, elle s'appelle Claire maintenant. On est passé du personnel de maison à Claire. Intéressant. Dehors, Laurent. » Le ton ne laissait pas place au doute. Laurent comprit cette fois qu'il avait dépassé une ligne invisible. Il haussa les épaules, prit sa veste et sortit sans un mot de plus. Émile resta seul dans le silence qui suivit, le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il venait de défendre exactement. L'honneur d'une femme, sa propre dignité, ou ce lien fragile et naissant qui se tissait entre eux sans qu'aucun des deux n'ose y croire encore. Une chose était certaine, il ne pourrait plus faire semblant. Le regard qu'il posait sur Claire n'était plus neutre, et le simple fait qu'un autre puisse l'atteindre, la juger, l'humilier, éveillait en lui une fureur qu'il n'avait jamais ressentie. Il n'était pas encore prêt à l'avouer, mais il savait désormais que quelque chose en lui s'était irréversiblement déplacé, et ce déplacement portait un nom. Claire. Depuis le départ de Laurent, la maison retrouva son calme. Le silence redevint fluide, presque apaisant, comme une couverture qui reprend sa forme après avoir été froissée. Mais pour Émile, ce calme ne signifiait pas un retour à l'équilibre. Au contraire. Le tumulte intérieur qu'il tentait de contenir depuis plusieurs jours ne faisait que grandir, maintenant alimenté par l'évidence douloureuse. Il ressentait quelque chose de fort pour Claire. Ce n'était plus de l'admiration lointaine, ni un simple éveil de conscience. C'était une forme d'attachement profond, mêlé d'un respect infini, d'une délicatesse presque douloureuse. Et cela le désarmait. Il n'était pas habitué à naviguer dans ces eaux. Ses relations, quand il en avait eu, avaient toujours été ponctuelles, légères, souvent liées à son monde, à ses cercles. Des femmes brillantes, élégantes, mais souvent pressées, calculatrices ou simplement absentes. Il n'avait jamais trouvé chez aucune d'elles ce qu'il percevait chez Claire sans même qu'elle le dise. Une force silencieuse, une tendresse contenue, une vérité sans apparat.
Et pourtant, il ne savait comment approcher cette femme, sans risquer de la blesser, de la faire fuir ou pire, de la faire se méfier. Il choisit donc une autre voie, celle de la patience. Il ne changea pas brusquement d'attitude, ne chercha pas à l'impressionner, ne se montra pas plus présent qu'avant. Mais il commença à créer des occasions simples, presque anodines, pour lui parler. Cela commença un matin dans la cuisine. Claire était en train de ranger la vaisselle quand il entra, en avance sur son heure habituelle. Elle se retourna légèrement, surprise, mais resta polie. « Bonjour, Claire. »« Bonjour, monsieur Dufour. » Il hésita un instant, puis dit en regardant les tasses bien alignées. « Vous aimez le café noir ou sucré ?» Elle le regarda un peu interloqué, puis répondit calmement « Noir, avec une goutte de lait si j'en ai le temps. » Il hocha la tête, puis, sans ajouter un mot, se prépara une tasse et sortit. Cette interaction, banale pour n'importe qui, fut pour lui une première brèche dans le mur. Les jours suivants, il multiplia ces moments. Parfois, un simple mot, sur la météo. D'autres fois, une question sur un objet déplacé, sur l'organisation des placards. Il ne cherchait pas à envahir son espace, mais à y laisser une trace légère, un signal discret. Et peu à peu, Claire répondit avec plus de spontanéité, toujours mesurée, toujours respectueuse, mais plus ouverte. Elle le regardait maintenant, dans les yeux quand elle parlait. Elle souriait parfois brièvement mais sincèrement. Un jour, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, Émile s'approcha avec un livre à la main. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il. « Quand j'en ai, le temps, oui. Mais je relis souvent les mêmes choses. J'aime ce que je connais déjà. » Il lui tendit le livre, un recueil de nouvelles de Maupassant. Celui-là m'a aidé à comprendre beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Claire le prit entre ses mains, le feuilleta, puis hocha doucement la tête. « Merci. » Ce fut tout. Mais ce merci resta longtemps en suspens dans l'air, comme une promesse non dite. Ce jour-là, Émile se rendit compte qu'il ne voulait pas seulement comprendre Claire. Il voulait la connaître. Connaître ses joies, ses peurs, ses rêves. Il voulait savoir ce qui l'avait conduite à cette routine de générosité, à cette vie si discrète mais si dense. Mais il savait aussi qu'il ne devait pas forcer l'allure. Claire n'était pas une femme qu'on apprivoise avec des flatteries ou des gestes spectaculaires. Elle vivait dans une vérité qui n'admettait ni faux semblants, ni jeu de pouvoir. Et c'était précisément ce qui la rendait si précieuse. Un autre matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir, avec sa boîte comme à l'accoutumée, Émile la croisa dans le hall. Elle parut un instant surprise, presque déstabilisée. Il n'avait jamais été là à ce moment-là. « Je sors juste quelques minutes, dit-elle. « Je sais, répondit-il doucement. Elle baissa les yeux. Il ajouta sans insister, « Faites attention à vous. Il fait froid aujourd'hui. » Elle hocha la tête et sortit sans un mot de plus. Mais cette fois, son regard avait changé. Il y avait dans ses yeux quelque chose de plus clair, de moins distant. Peut-être de la gratitude, peut-être de la prudence mêlée de compréhension. Émile ne la suivit pas ce jour-là non plus. Il s'assit dans son salon et regarda la pluie glisser sur les vitres. Il pensait à elle, au pont, à l'homme, à la constance. Il se demanda s'il avait le droit d'espérer. S'il pouvait espérer que cette femme, un jour, le regarde autrement que comme un employeur. S'il pouvait, tout simplement, entrer dans son monde sans l'écraser. Les semaines passèrent ainsi, tissées de gestes lents, de paroles mesurées, de regards qui en disaient plus que les mots. Claire parlait davantage, mais toujours avec parcimonie. Elle racontait parfois un souvenir d'enfance, évoquait un lieu de Lyon qu'elle aimait, une chanson entendue à la radio. Émile l'écoutait comme on écoute une confidence rare, avec une attention entière. Il ne parlait jamais de ce qu'elle faisait chaque matin. Aucun des deux n'évoquait ce rituel silencieux sous le pont. Mais il y avait entre eux une entente tacite, une reconnaissance implicite de cette vérité partagée. Ce non-dit les unissait davantage que 1000 conversations. Émile n'était pas pressé. Il savait que les choses vraies demandèrent du temps. Mais il sentait aussi que chaque jour passé à ses côtés le rapprochait d'un point de non-retour. Il ne savait pas encore s'il oserait franchir ce seuil. Mais il savait qu'il ne voulait plus reculer. Il y avait dans l'air une tension invisible, comme une note dissonante dans une mélodie autrefois fluide. Depuis quelques jours, Claire paraissait plus distante, moins réceptive aux échanges discrets qu'elle avait commencé à entretenir avec Émile. Ses gestes, toujours précis, étaient devenus mécaniques,
vidés de leur douceur habituelle. Ses réponses, bien qu'encore polies, étaient de plus en plus courtes. Elle évitait de croiser son regard, contournait discrètement les pièces où il se trouvait. Émile sentit ce changement sans comprendre immédiatement son origine. Il tenta de s'approcher, de poser des questions indirectes, mais elle se refermait davantage à chaque tentative. Il ne savait pas que le mal venait de l'intérieur, d'un venin distillé sans qu'il en ait conscience. C'était Laurent, son frère, revenu à Paris mais laissant derrière lui une traînée d'ambiguïté. Avant de partir, il avait croisé Claire une dernière fois dans le jardin, sous prétexte d'une conversation légère. Mais dans cette conversation se cachait une aiguille. Il lui avait parlé de manière insinuante, suggérant que son frère l'observait depuis longtemps, qu'il avait même été jusqu'à la suivre, qu'il avait vu bien plus de choses qu'elle ne pourrait imaginer. Claire, d'abord figée, avait voulu ignorer ces paroles. Mais le doute, une fois semé, avait commencé à ronger. Quelques jours après cette discussion, elle confronta Émile. Ce fut dans la cuisine, au petit matin, alors qu'il s'apprêtait à lui proposer un café. Elle entra, le regard froid, la voix tremblante mais ferme. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-elle sans préambule. Il se figea, surpris par le ton. « Vrai ? Qu'est-ce que… » « Que vous m'avez suivi, que vous m'espionnez chaque matin depuis des semaines. » Émile sentit un courant glacé traverser son dos. Il ouvrit la bouche mais ne trouva pas immédiatement les mots. Claire le regardait avec une intensité douloureuse, comme si elle espérait une réponse capable de tout réparer, tout en craignant qu'elle ne fasse que confirmer ses pires soupçons. « Oui, finit-il par dire, je vous ai suivi. Une fois, non. 2 fois. Je ne voulais pas vous nuire, Claire. J'étais curieux au début, mais ensuite, ce que j'ai vu, ça m'a changé. » « Changé ? Vous appelez ça changer ? Vous avez observé ma vie comme on observe un animal en cage. Vous n'aviez pas à savoir. Ce que je fais dehors ne vous regarde pas. Je travaille ici, je fais mon travail et c'est tout. Ce n'est pas tout, Claire, ce n'est plus tout, pas pour moi. » Elle secoua la tête, les yeux brillants d'une colère contenue. « Vous croyez peut-être que votre argent vous donne le droit de franchir les limites, de regarder sans demander, de deviner sans écouter. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre avec dignité quand on n'a presque rien. Ce que je fais n'est pas pour être vu. Ce n'est pas un spectacle. Je sais, je l'ai compris, je vous jure, je n'ai jamais voulu, c'est bien ça justement. Vous n'avez jamais voulu, mais vous l'avez fait, et maintenant je ne peux plus rester ici. » Émile sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Claire, attendez, s'il vous plaît. »« Non. Je pars. Je vous laisse un préavis si vous y tenez, mais je ne peux plus travailler dans une maison où je me sens observé. » Elle sortit sans un mot de plus. Émile resta là, les mains tremblantes, la gorge serrée. Il ne chercha pas à la rattraper. Il comprit dans ce silence qu'elle laissait derrière elle qu'il avait franchi une frontière. Même avec les meilleures intentions, il avait trahi quelque chose de fondamental, la confiance. Et pour une femme comme Claire, la confiance n'était pas un luxe, c'était une nécessité vitale. Les jours suivants furent d'un vide insupportable. La maison déjà silencieuse devenait hostile. Les pièces semblaient plus grandes, plus froides. L'absence de Claire se faisait sentir dans les moindres détails. Une chaise non rangée, une surface laissée un peu poussiéreuse, une tasse, oubliée. Mais surtout, son absence résonnait dans les moments où Émile, par réflexe, s'attendait à entendre ses pas, à percevoir sa silhouette. Il errait dans sa propre demeure comme un fantôme, hanté par une présence qu'il avait contribué à faire fuir. Il tenta de lui écrire plusieurs fois. Il rédigea des messages, des lettres, des excuses, mais à chaque fois, il finissait par les déchirer ou les effacer. Aucune de ces formulations ne semblait juste. Elles sonnaient toutes comme des justifications, et il savait que Claire ne cherchait pas à comprendre ses raisons. Elle voulait simplement que ses actes parlent d'eux-mêmes. Elle n'attendait pas une explication, mais un respect qu'il n'avait pas su lui offrir. Il se rendit compte qu'il avait sous-estimé la fragilité de ce lien, qu'il avait cru que sa transformation intérieure suffirait à tout justifier. Mais Claire n'était pas un miroir pour ses états d'âme. Elle existait en dehors de lui avec ses choix, ses silences, ses limites. Et il n'avait pas le droit de traverser son monde sans y avoir été invité. Alors, il laissa passer les jours. Il travailla mécaniquement, évita les dîners mondains, refusa les invitations de ses partenaires. Il se replia sur lui-même,
non pas par orgueil, mais parce qu'il ne savait plus comment réintégrer un monde qui lui semblait désormais si vide de sens. Il n'avait plus d'appétit pour les négociations, les conférences, les chiffres. Tout cela lui paraissait vain, dérisoire. Un soir, incapable de rester enfermé, il sortit marcher dans les rues de Lyon. Il traversa les quais, descendit jusqu'à la Saône, longea les vieux murs du vieux Lyon, puis se retrouva devant l'église Saint-Paul. Il s'assit sur un banc et ferma les yeux. Il pensa à Claire, à son regard lors de leur dernière conversation, à sa voix si ferme, si juste. Il ne savait pas s'il la reverrait. Il ne savait pas si elle pourrait lui pardonner. Mais il savait une chose, il ne voulait plus vivre comme avant. Ce que Claire avait réveillé en lui ne pouvait pas disparaître. Même si elle ne revenait jamais, même si elle ne le regardait plus jamais comme avant, elle avait planté une graine qu'il se devait de faire grandir, non pour elle, mais pour lui, pour redevenir l'homme qu'il avait trahi en oubliant d'où il venait. Une semaine après le départ de Claire, Émile se leva sans réveil, sans but précis, poussé seulement par une sensation persistante de vide. Le silence de la maison, auparavant paisible, lui semblait désormais oppressant. Chaque pièce portait la trace de son absence. Ce n'était pas seulement l'ordre méthodique qu'elle laissait derrière elle, ni même l'odeur légère de lavande que ses mains déposaient sur les draps frais. C'était quelque chose d'autre, de plus profond. Le manque d'une présence qui, sans jamais réclamer d'attention, en avait apporté plus qu'il n'aurait su en demander. Il passa la matinée à tourner en rond. À midi, sans s'annoncer, il descendit dans le garage, démarra sa voiture et prit la route sans savoir exactement où il allait. Il se laissa guider par l'intuition, par un besoin inexplicable de se rapprocher de ce qu'il avait perdu. Ce ne fut qu'au bout de quelques minutes qu'il comprit. Il allait là où elle allait, vers le pont, vers cet abri de fortune où, chaque matin, elle déposait un morceau de son âme dans une boîte de métal. Il gara la voiture à quelques rues, marcha à pied, le col relevé, les mains dans les poches. L'air était froid mais sec. Un soleil pâle perçait entre les branches nues des arbres. Lorsqu'il arriva près du pont, il ralentit. Il n'avait aucun plan, aucune certitude. Il savait seulement qu'il devait être là. L'endroit n'avait pas changé. Le matelas, les couvertures, les sacs en plastique étaient toujours là. Et l'homme aussi. Le même regard fatigué, la même silhouette frêle, le même silence. Émile s'approcha avec précaution. L'homme le regarda, plissa les yeux, mais ne montra ni peur ni hostilité. C'était un regard de reconnaissance, muette presque de curiosité. « Bonjour » dit Émile, hésitant. L'homme hocha la tête. « Elle n'est pas venue aujourd'hui, si c'est elle que vous cherchez. » Émile resta figé. Il n'avait pas prévu qu'on lui parle de Claire. Spontanément, il acquiesça doucement. « Elle vient encore ?»« Tous les matins. Même après avoir quitté votre maison, elle est revenue. »« Comme toujours. Elle apporte de quoi manger, mais pas seulement. Elle apporte quelque chose d'autre. » Il désigna son torse d'un doigt crochu. « Elle parle peu, mais elle écoute. Et ça, les gens comme elle, il n'y en a plus beaucoup. » Émile s'assit à quelques pas de lui, sur une pierre moussue. « Je crois que je l'ai blessée. Elle est forte, votre Claire. Mais même les fortes se brisent parfois. Surtout quand elle croyait avoir trouvé un lieu sûr. » Ces mots frappèrent Émile en plein cœur. Il avait été ce lieu. Ou du moins, il aurait dû l'être. Et pourtant, il avait agi comme tous les autres, en franchissant des limites, en projetant ses attentes sur quelqu'un qui n'avait jamais rien demandé. Ils restèrent silencieux un moment. L'homme sortit une boîte cabossée d'un sac et l'ouvrit. À l'intérieur, des restes de pain et une compote en pot. Ce matin, elle m'a dit qu'elle pensait partir bientôt. Changer de ville, peut-être aller vers le sud. Elle a dit ça en souriant. Mais moi, je connais ce genre de sourire. Elle a dit quand? Non, mais je pense que ce sera bientôt. Émile sentit une panique sourde monter en lui. L'idée de ne plus jamais la revoir, de ne pas avoir la chance de lui dire ce qu'il n'avait pas su dire, le terrifiait plus qu'il ne l'aurait cru possible. Il se leva brusquement, remercia l'homme et reprit la route sans attendre. De retour chez lui, il se mit à chercher. Il ouvrit le dossier du personnel, trouva l'adresse de Claire et hésita. Ce n'était pas une adresse permanente, mais un logement temporaire fourni par une association. Il comprit qu'elle n'avait peut-être jamais eu l'intention de rester à Lyon. Quelle était de ces âmes nomades, toujours prêtes à repartir avant que l'attachement ne devienne un piège?
Il passa la nuit à réfléchir. Il pensa à ce qu'il pouvait faire, non pas pour la convaincre de revenir travailler chez lui, cette idée lui semblait désormais absurde, mais pour lui montrer qu'il avait compris, qu'il avait changé, non pas à cause d'elle, mais grâce à elle. Il n'avait pas le droit de la retenir, mais il avait le devoir de l'honorer. Le lendemain, il se rendit au bureau de son entreprise. Il convoqua une réunion avec son équipe la plus proche, leur parla d'un projet qu'il gardait pour plus tard, mais qu'il voulait désormais lancer immédiatement. Un programme de soutien aux sans-abri, avec des repas distribués chaque jour, mais aussi un accompagnement social, psychologique, administratif. Il finança tout avec ses fonds personnels, sans apposer son nom sur l'initiative. Il voulait que cela reste invisible, comme Claire. Utile mais discret, il retourna ensuite plusieurs jours sous le pont, espérant croiser Claire. Mais elle ne vint pas. L'homme, lui, était toujours là, mais silencieux. Il n'avait plus de nouvelles à lui donner. Alors Émile comprit qu'il devait faire plus. Il contacta l'association qui gérait le logement temporaire de Claire, demanda à parler à un responsable. Il fut d'abord reçu avec méfiance. Il expliqua, brièvement, qu'il cherchait à soutenir leurs actions. Il n'évoqua pas Claire. Il proposa de financer des logements pérennes, d'organiser un événement de remerciement pour les bénévoles, un repas collectif pour tous ceux que l'association aidait. Il y mit son cœur sans attendre de retour. Une semaine plus tard, le repas fut organisé. Il se déroula dans le jardin de l'église Sainte-Blandine, un lieu calme et ouvert. Des tables furent dressées sous les arbres. De la musique légère jouait en fond. Pas de journalistes, pas de discours, seulement des plats chauds, des regards échangés, des gestes simples. Émile servait lui-même les assiettes, vêtu d'un pull ordinaire, un tablier autour de la taille. Et lorsqu'il leva les yeux pour la 100e fois ce soir-là, il la vit, Claire, debout à l'entrée, un peu en retrait. Elle tenait son sac contre elle, les cheveux relevés, un manteau usé sur les épaules. Elle observait la scène sans bouger. Leurs regards se croisèrent. Il ne bougea pas. Il ne fit pas un pas vers elle. Il ne dit rien. Il se contenta d'incliner la tête. Claire, après quelques secondes, entra dans le jardin. Elle ne lui parla pas tout de suite. Elle se contenta de s'asseoir à une table, de manger, de sourire à ceux qu'elle connaissait. Et Émile comprit que parfois, les liens les plus forts sont ceux qu'on ne voit pas, ceux qui se tissent dans le silence, dans les actes, dans les absences. Il ne savait pas encore ce qu'elle pensait. Il ne savait pas si elle lui pardonnait, mais il savait qu'elle était là, et pour lui c'était déjà une réponse. Le lendemain du repas, la lumière de l'aube sembla différente dans la maison d'Émile. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'évoquait plus seulement l'absence, mais une attente fragile, quelque chose qui ressemblait à une possibilité. Il ne savait pas ce que Claire pensait de ce qu'elle avait vu, ni ce qu'elle ressentait. Elle n'avait pas cherché à lui parler, et lui non plus n'avait pas forcé le contact. Mais sa simple présence avait suffi à briser quelque chose en lui. La peur. Non pas la peur du rejet, ni celle de l'humiliation, mais celle d'avoir perdu à jamais le lien silencieux qui s'était tissé entre eux. Il passa la matinée dans son bureau, relisant les notes du projet social qu'il avait lancé. Le programme avançait vite. Les premiers logements avaient été identifiés, les associations partenaires s'impliquaient avec une énergie nouvelle. On parlait déjà de créer une plateforme numérique pour centraliser les aides, coordonner les repas, les soins, les dons. Mais ce qui le touchait le plus, c'était la discrétion du processus. Il avait tenu à ce que tout reste dans l'ombre de son nom. Aucun communiqué de presse, aucune interview, aucun logo associé à sa société. Ce n'était pas une opération de marketing. C'était un geste qu'il voulait juste, définitif et sans retour. Ce même après-midi, alors qu'il traversait le quartier de la Croix-Rousse pour visiter un local vacant qu'il songeait à transformer en centre de jour, il aperçut Claire de l'autre côté de la rue. Elle sortait d'une petite boutique, un sac en main. Elle ne l'avait pas vue. Son pas était lent mais assuré. Il l'observa un instant puis se détourna, le cœur serré. Il ne voulait pas l'effrayer à nouveau. Il savait maintenant que certains regards peuvent enfermer. Il voulait qu'elle le voie seulement quand elle serait prête. S'il restait quelque chose à reconstruire, cela devait venir d'elle ou de leur silence partagé. Ce ne fut que 3 jours plus tard qu'il la revit. Elle vint à la porte de la maison, sans prévenir, tôt le matin. Il était dans la cuisine en train de préparer un café, geste rare pour lui, quand la sonnette retentit. Il alla ouvrir sans hâte, mais le souffle court.
Claire se tenait là, droite, vêtue de noir, les cheveux tirés en arrière. Elle tenait une enveloppe à la main. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour », répondit-il, la voix légèrement tremblante. « Je ne reste pas. Je voulais juste vous donner ça. » Elle lui tendit l'enveloppe. Il la prit sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? Une lettre, pas une réponse. Je n'ai pas de réponse, pas encore. Mais des mots. J'avais besoin de les poser quelque part. » Elle fit demi-tour immédiatement, avant qu'il n'ait pu dire un mot de plus. Il resta là, immobile, l'enveloppe dans la main. Il la ramena à l'intérieur, s'assit dans le salon et l'ouvrit avec précaution. La lettre était courte, écrite d'une écriture fine et régulière. Claire y parlait de dignité, de méfiance, de fatigue, mais aussi de lumière. Elle évoquait le repas communautaire, l'homme sous le pont, la transformation silencieuse qu'elle avait perçue dans les gestes d'Émile. Elle ne lui pardonnait pas encore. Elle ne savait pas si elle le ferait. Mais elle reconnaissait qu'il avait changé. Elle disait que les gestes, lorsqu'ils sont sincères, parlent plus fort que les mots, et que ce qu'il avait fait ces dernières semaines lui avait parlé. Elle terminait la lettre par une phrase simple mais bouleversante. « Je vous ai vu cette nuit-là ne rien dire, ne rien faire pour me retenir, et c'est peut-être la première fois que je me suis senti libre dans un regard. » Émile relut cette phrase plusieurs fois. Il n'en comprenait pas toutes les nuances, mais il en sentait le poids. Il sut alors qu'il ne devait plus essayer de réparer ce qui avait été brisé, mais simplement continuer à être vrai, authentique, patient. Quelques jours plus tard, ce fut elle qui l'appela. Elle voulait lui parler. Ils se retrouvèrent dans un petit café de la rue Romarin, loin de leurs habitudes, loin de leur ancienne relation. Elle portait un pull simple, les mains posées à plat sur la table. Il l'écouta. Elle parla longtemps, plus qu'elle ne l'avait jamais fait. De son enfance, de ses errances, de ses douleurs, elle n'attendait pas de solution. Elle voulait juste qu'il entende. Et il écouta, sans jamais interrompre. Quand elle eut fini, elle baissa les yeux. Il mit quelques secondes avant de lui répondre. Ce qu'il dit alors ne ressemblait à aucune déclaration. Il parla de ses propres manques, de sa mère, de la lettre retrouvée, de ce qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Il se dévoila sans fierté, sans calcul. Et dans ce face-à-face dépouillé, quelque chose changea à nouveau. Ils ne se revirent pas pendant une semaine. Mais cette fois, l'absence n'était pas douloureuse. Elle était remplie d'une attente douce, d'un fil tendu mais solide. Puis Claire revint à la maison, non pas comme employée, ni comme invitée, mais comme partenaire d'un projet qu'ils construiraient ensemble. Émile lui proposa un rôle qu'elle accepta avec une réserve souriante. Coordonner les actions sociales du programme, superviser les repas, établir les contacts avec les bénévoles. Elle accepta. Elle imposa ses conditions. Elle ne voulait pas être un visage visible, ni une figure décorative. Elle voulait agir, être utile, être libre. Les premières semaines furent intenses. Ils travaillaient côte à côte, sans jamais évoquer leur histoire passée. Mais elle flottait entre eux comme une vieille photographie qu'on laisse poser sur un meuble. Silencieuse mais toujours présente, ils se comprenaient sans se parler. Ils se respectaient profondément. Et peu à peu, dans ces gestes quotidiens, dans cette construction partagée, un lien se reformait, plus fort, plus sincère. Il ne portait pas encore le nom d'amour, mais il en avait la forme. Une forme lente, patiente, enracinée dans la vérité. L'automne tirait à sa fin, et les arbres de Lyon avaient presque tous abandonné leurs feuilles, laissant les trottoirs jonchés de fragments de rouge et d'or. Les températures baissaient lentement, mais une chaleur discrète avait commencé à s'installer dans les gestes quotidiens d'Émile et Claire. Depuis qu'ils travaillaient, ensemble sur le projet social, un rythme doux s'était établi entre eux. Ils se retrouvaient chaque matin dans un petit local près de la place Satonnet, lisaient les bilans, rencontraient les bénévoles, recevaient les doléances et coordonnaient les repas. Les échanges étaient fluides, concentrés, mais toujours empreints d'une tension tranquille, celle que seule une attente contenue peut générer. Ils se parlaient davantage désormais. Claire avait appris à sourire plus souvent. Elle répondait avec une certaine légèreté aux petites remarques d'Émile, osait parfois des blagues discrètes. Lui, de son côté, se montrait plus humain, plus vulnérable. Il parlait de son père, de ses échecs passés, des choix qu'il regrettait. Leur confidence n'était jamais appuyée, jamais précipitée, mais elle se glissait dans leur journée comme des pierres dans une rivière, naturelle, irréversible.
Un soir de novembre, après une longue journée de distribution de vêtements et de vivres, ils participèrent à une veillée organisée par une association sœur dans le jardin de l'église Sainte-Bernadette. De grandes guirlandes lumineuses avaient été suspendues entre les arbres. Des braseros réchauffèrent l'air et des musiciens jouaient doucement un air de jazz. Les bénévoles, les bénéficiaires et les passants se mêlaient dans une atmosphère paisible. Émile avait aidé à installer les tables. Claire avait organisé la disposition des couvertures et des zones de repos. Ils s'étaient à peine parlé pendant les préparatifs, chacun absorbé par les besoins concrets du moment. Mais lorsque le calme se fit, qu'une majorité des invités étaient servis, ils se retrouvèrent, presque sans y penser, assis l'un à côté de l'autre sur un vieux banc en bois, légèrement en retrait, à l'ombre d'un pin. La lumière, dorée des guirlandes, dessinait des ombres douces sur leurs visages. Ils ne parlaient pas. Ils écoutaient le bruit du vent, des conversations autour d'eux, des rires d'enfants. Émile regardait droit devant lui, les mains croisées. Claire, elle, avait le regard levé vers le ciel, où les nuages filaient lentement au rythme du vent. « Je vous ai menti », dit-il soudainement, la voix presque éteinte. Claire tourna la tête vers lui, surprise. « À quel sujet ? » « Je vous ai dit que je vous avais suivi 2 fois. Ce n'est pas vrai, je vous ai suivi 3 fois, et une 4e aussi. La dernière, je n'ai pas pu aller jusqu'au pont. J'ai rebroussé chemin. Je me suis senti lâche et envahissant. Alors j'ai menti. » Claire ne répondit pas. Elle attendait. Il continua, plus lentement. « Je ne comprenais pas ce que je ressentais. Ce que vous faisiez, ça me bouleversait. Pas seulement par la bonté du geste, mais parce que je n'étais pas capable de le faire. Parce que vous étiez vrai, et que moi, pendant des années, je n'ai été que façade. » Il s'interrompit un instant, reprenant son souffle. « Et puis j'ai commencé à penser à vous. Pas seulement à ce que vous faisiez, mais à vous, à votre façon de marcher, de ranger les choses, de parler. Je vous ai regardé vivre et j'ai commencé à me dire que je ne voulais plus regarder. Je voulais faire partie de cette vie-là. » Il tourna lentement le visage vers elle. Claire le fixait sans expression évidente. Son visage était calme, mais ses yeux trahissaient un trouble qu'elle n'essayait pas de cacher. « Je ne sais pas ce que c'est, Claire. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou si c'est autre chose. Mais je sais que je ne peux plus me lever un matin sans penser à vous, et que votre silence me manque, même quand je suis entouré de 1000 voix. » Le silence s'installa de nouveau. Long, dense. Une brise plus froide fit frissonner les branches au-dessus d'eux. Claire se leva sans prévenir. Émile resta assis, croyant qu'elle allait partir. Mais elle fit quelques pas, puis s'arrêta devant une statue de pierre au centre du jardin. Elle resta là un moment, dos tourné. Émile la regardait, le cœur serré. Il ne regrettait pas ses paroles, mais il craignait d'avoir brisé quelque chose qu'ils avaient mis tant de temps à reconstruire. Lorsqu'elle revint, elle s'assit plus près de lui. Elle ne le regarda pas tout de suite. « Vous ne m'avez pas brisé, Émile. Pas vraiment. Vous m'avez surprise. Et j'ai eu peur, pas de vous, de ce que cela réveillait en moi. » Elle tourna la tête, croisa son regard. « Je me suis habitué à ne rien attendre, à donner sans jamais espérer de retour. Et quand j'ai senti que quelqu'un me regardait vraiment, ça m'a effrayé. Parce que je ne savais plus comment me laisser regarder sans disparaître. » Émile sentit son souffle ralentir. Il la regarda avec intensité, sans oser bouger. « Vous n'avez pas besoin de me répondre, » murmura-t-il. « Mais je viens de le faire, » répondit-elle simplement. Ils restèrent là jusqu'à ce que la foule commence à se disperser. Aucun d'eux ne parla davantage. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur silence était désormais habité. Ce soir-là, rien ne changea dans les faits. Pas de baisers, pas de promesses, pas de mains prises dans l'autre. Mais tout avait basculé. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent au local comme d'habitude. Claire portait un pull bleu qu'Émile n'avait encore jamais vu. Elle lui tendit un dossier. Il le prit, la remercia. Mais cette fois, leurs mains se frôlèrent, et ce contact fugace contenait toute la mémoire de la nuit précédente. Ils continuèrent à travailler comme avant. Mais une porte s'était ouverte sans bruit entre eux. Elle ne claquait pas, ne s'imposait pas. Elle restait entr'ouverte. Il suffirait d'un pas, d'un souffle pour la franchir. La fin de l'année s'annonçait. À Lyon, les vitrines commençaient à se parer de guirlandes et de lumières, et une fine couche de givre recouvrait les toits chaque matin. Les rues devenaient plus animées, les passants plus pressés,
et le marché de Noël sur la place Carnot attirait les foules. Pourtant, dans l'univers partagé d'Émile et Claire, le rythme restait inchangé, presque immobile, comme si leur histoire se déroulait dans une temporalité parallèle. Ce n'était pas une bulle, ni un refuge hors du monde, mais un espace différent, où chaque geste, chaque mot prenait un poids particulier. Ils travaillaient désormais ensemble tous les jours, de manière naturelle. Claire avait officiellement accepté le poste de coordinatrice du projet social, mais elle refusait les titres pompeux. Elle se présentait simplement comme Claire, responsable sur le terrain. Elle supervisait les équipes de distribution, planifiait les points de collecte, s'assurait que les dons étaient triés, stockés, redistribués. Elle gérait les plannings des bénévoles avec une efficacité discrète, et sa seule présence suffisait à calmer les tensions, à inspirer la confiance. Les autres la respectaient, non pas pour sa position, mais pour sa manière d'être. Émile, de son côté, l'accompagnait autant que possible, sans jamais s'imposer. Il lui laissait l'initiative, se contentait de la soutenir, de répondre à ses demandes, de se rendre utile sans chercher à contrôler. C'était nouveau pour lui, cette posture en retrait, ce rôle d'allié silencieux. Et pourtant, cela lui semblait juste. Il apprenait à exister autrement, sans dominer, sans imposer. Et dans ce changement, il se découvrait plus humain, plus vrai. Entre eux, les échanges devenaient plus riches, plus denses. Ils parlaient à la fin de chaque journée, souvent en rangeant ensemble ou autour d'un thé dans le petit bureau du local associatif. Ils ne reparlaient pas de leurs aveux respectifs. Ce n'était pas nécessaire. Ce qui avait été dit existait désormais en filigrane de tout le reste. Il y avait une complicité nouvelle dans leur silence, un respect profond dans leurs gestes. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble après une réunion tardive, Émile proposa de la raccompagner. Claire accepta. Ils descendirent les pentes de la Croix-Rousse à pied en silence. La ville, en contrebas, brillait doucement sous la lumière des réverbères. Lorsqu'ils atteignirent de la petite place où elle logeait encore, Claire s'arrêta. « Vous savez que je vais devoir partir bientôt », dit-elle sans le regarder. Émile sentit une tension dans sa poitrine, mais il se força à rester calme. « Oui, je m'en doutais. Ce projet, ce qu'on fait ici, c'est important. Mais ce n'est pas tout ce que je veux. Je n'ai jamais voulu rester trop longtemps au même endroit. J'ai peur que si je reste, je perde quelque chose de moi. » Il acquiesça lentement. « Je comprends. Je ne veux pas vous retenir. Je ne l'ai jamais voulu. Je sais, et c'est pour ça que je suis encore là. » Elle lui lança un regard furtif, presque tendre. Puis elle entra dans son immeuble, le laissant seul sous la lumière vacillante d'un lampadaire. Ce soir-là, Émile ne dormit presque pas. Il repensa à cette conversation, aux mots qu'elle avait choisis. Elle ne disait pas adieu. Elle posait une frontière, une ligne fragile mais pas infranchissable. Il comprit qu'il devait continuer à construire, même sans certitude, que chaque petit geste, chaque action partagée était une forme d'amour en soi, un amour silencieux, respectueux, qui ne forçait rien, et c'est ce qu'il fit. Il poursuivit le projet avec la même énergie, la même rigueur. Il ouvrit de nouveaux partenariats, trouva des financements, développa un réseau de petites épiceries solidaires dans plusieurs quartiers de la ville. Il impliqua les écoles, les centres de santé, les associations culturelles. Claire était toujours là, mais il sentait qu'elle se préparait doucement à partir. Elle formait ses remplaçants, laissait des notes détaillées, organisait les dossiers. Elle ne le disait pas, mais il le voyait dans sa manière de tout structurer. Elle préparait le terrain pour une absence. Un après-midi, alors qu'il terminait de trier des cartons de vêtements dans le local, Émile s'arrêta soudainement. « Est-ce que je peux vous poser une question, Claire ?» Elle leva les yeux, les bras pleins d'écharpes en laine. « Bien sûr. Si vous partez, est-ce que je peux venir vous rejoindre un jour ?» Elle resta figée un instant, puis elle déposa les vêtements, s'approcha lentement et répondit sans détour. « Ce que je fais, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas un voyage romantique, c'est mon chemin. Si vous voulez marcher à côté, il faudra le faire en acceptant que je ne suis pas un point d'arrivée. Mais si vous êtes prêt à ça, alors peut-être. » Ce fut tout, mais c'était suffisant. À partir de ce jour, Émile ne lui parla plus de départ. Il ne lui demanda pas de rester ni de l'attendre. Il se contenta d'être là, de faire chaque jour un pas vers elle, avec respect, avec patience. Il l'aidait à former ses équipes, il répondait à ses mails, il la soutenait dans les réunions.
Et dans ce quotidien partagé, quelque chose de nouveau grandissait. Une tendresse sereine, une intimité discrète. Il n'y eut pas de grands bouleversements, pas de déclarations publiques, pas de passion spectaculaire, juste une suite de petits changements. Une chaise déplacée pour se rapprocher, une main qui frôle l'autre sans se presser, une phrase prononcée plus lentement, une présence qui ne s'impose plus mais qui demeure. Et dans ce rythme lent mais irréversible, ils devinrent autre chose, ni collègues, ni amis. Quelque chose de plus rare. Deux âmes qui, après s'être frôlées dans le tumulte, avaient choisi de marcher côte à côte, sans promesse mais avec la conscience claire de ce qu'elles construisaient. Ce fut un de ces après-midi que personne n'attendait, un de ces jours où la pluie s'installe sans violence, mais avec constance, recouvrant les toits et les trottoirs d'un voile fin et brillant. Lyon était enveloppé d'un silence humide. Les rues semblaient ralenties, les passants accéléraient le pas, les devantures brillaient sous les gouttes. Dans cet écrin de gris et de calme, quelque chose s'apprêtait à éclore, non pas dans un éclat spectaculaire, mais dans une lenteur résolue, pleine de sens. Émile était resté au local associatif plus longtemps que d'habitude. Claire était partie en fin de matinée pour une réunion avec des partenaires extérieurs. Il avait proposé de l'accompagner, mais elle avait décliné gentiment. Il ne l'avait pas mal pris. Il avait compris depuis quelque temps qu'elle avait besoin de ces moments à elle pour respirer, penser, exister en dehors de lui. Et il respectait cela. Il rangea des dossiers, relut des comptes rendus, rédigea une proposition pour un nouveau centre d'accueil. Il s'apprêtait à partir lorsqu'un message bref s'afficha sur son téléphone. « Tu es encore là? Je passe te chercher. » Il n'avait pas vu Claire depuis la veille, et ce simple message, plus direct que d'habitude, accéléra légèrement son pouls. 15 minutes plus tard, elle entrait trempée jusqu'aux épaules, une écharpe en laine foncée autour du cou et les cheveux collés à son front. « Je t'ai dit que je venais, mais j'aurais dû préciser que je venais à pied, » dit-elle, en retirant sa veste. Il sourit, lui tendit une serviette sans rien ajouter. Ils restèrent un moment à se sécher, à rire doucement du froid, de la pluie, du parquet glissant du local. Puis, sans prévenir, Claire lui proposa une promenade. Émile hésita, mais elle ajouta « Il faut marcher un peu. J'ai besoin de parler, de moi, de toi, de nous peut-être. » Il la suivit sans poser de questions. Ils sortirent dans la ville, détrempés. Les gouttes tombaient régulièrement, mais le vent avait cessé. Ils marchèrent le long des quais de Saône, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Les parapluies des passants dessinaient un ballet lent et multicolore, mais eux marchaient à découvert, sans précipitation, comme deux silhouettes paisibles dans un tableau vivant. Claire parlait peu. Émile attendait. Il savait que le moment viendrait, que les mots, s'ils devaient être dits, viendraient au bon moment. Lorsqu'ils atteignirent un petit square presque vide, elle s'arrêta, s'assit sur un banc mouillé sans s'en soucier. Il la suivit, s'asseyant à côté d'elle sans rien dire. « Je ne pars plus, dit-elle. » Il tourna lentement la tête vers elle. Elle regardait devant elle, vers les arbres nus, vers la grille trempée. « Pas maintenant, reprit-elle. Pas cette semaine, pas ce mois, peut-être un jour, mais plus maintenant. » Il ne répondit pas. Il attendit. Elle poursuivit. « Ce que j'ai cherché toute ma vie, c'était un endroit où je pouvais rester sans avoir à me justifier. Un lieu où je ne devais pas choisir entre ce que je fais et ce que je ressens. Et je crois que je l'ai trouvé ici, pas dans cette ville, pas dans le projet, mais dans ce qu'on est devenu, toi et moi. » Elle tourna enfin les yeux vers lui. Il y avait dans son regard une douceur nouvelle, un calme profond. Émile sentit son cœur se serrer, mais pas de peur cette fois, d'émotion pure. « J'ai toujours eu peur de l'amour. Pas des mots, pas des gestes, mais de la dépendance. J'ai eu peur qu'on m'aime pour ce que je fais, pas pour ce que je suis. Et avec toi, j'ai vu que je pouvais être entière, même en silence. » Il ne sut quoi dire. Les mots lui manquaient. Alors il fit ce qu'il n'avait jamais osé faire. Il tendit la main, lentement, comme s'il traversait un espace sacré. Claire ne recula pas. Elle prit sa main dans la sienne, sans hésiter. C'était un geste simple. Mais il portait la force d'un serment. Ils restèrent ainsi, les mains jointes sous la pluie fine. Il n'y avait pas de musique, pas de lumière particulière, pas de témoin. Rien que deux personnes assises sur un banc, au milieu d'un square désert, partageant une certitude silencieuse.
Ce qu'il ressentait n'était pas soudain. Ce n'était pas une flamme impulsive, mais une braise qui avait lentement grandi, nourrie de respect, d'écoute, de présence. Ce jour-là, ils ne s'embrassèrent pas. Ce n'était pas encore le moment. Mais tout en eux parlait d'un amour qui n'avait pas besoin de gestes spectaculaires. Un amour construit, choisi, partagé. Dans les jours qui suivirent, rien ne changea de manière visible. Ils continuaient à se retrouver au local, à planifier les missions, à discuter des comptes et des livraisons. Mais les regards étaient plus longs, les silences plus doux. Ils prenaient leurs pauses ensemble, partageaient des repas simples. Ils s'écrivaient parfois, même en se voyant chaque jour. Des mots courts, sincères, qui disaient l'essentiel. Les bénévoles commencèrent à le remarquer. Personne ne disait rien, mais tous voyaient. Dans leurs gestes coordonnés, dans leurs regards silencieux, il y avait une connivence qui allait au-delà de la collaboration, une alliance. Et un soir, dans le calme d'un bureau vide, Émile, en rangeant quelques papiers, leva les yeux et vit Claire debout à la porte. Elle le regardait sans sourire, mais avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. « Je suis prête maintenant, » dit-elle. Il se leva, s'approcha d'elle. Cette fois, ce fut elle qui prit l'initiative. Elle posa une main sur sa joue, effleura ses cheveux, puis l'embrassa. Un baiser lent, profond, sans fioriture. Un baiser qui ne marquait pas un commencement, mais une reconnaissance. Celle d'un amour déjà né, déjà mûr, déjà là. Ils ne dirent rien de plus. Il n'y avait rien à ajouter. Ce jour-là, sous la lumière tamisée d'un soir d'hiver, Émile et Claire cessèrent de se chercher. Ils s'étaient trouvés.